Bonjour à tous et bienvenue pour notre deuxième épisode sur notre série d'analyse des productions du studio de production Studio 4. Deuxième épisode de notre série où on s'attarde sur les productions audiovisuelles de Studio 4. Studio 4 étant un studio de production que vous ne connaissez sans doute pas aujourd'hui car celui-ci a subi une refonte totale de son site et de sa structure, se nommant aujourd'hui France TV Slash. Si vous voulez en savoir plus sur Studio 4, je vous invite à regarder le premier épisode de cette série en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite de vos écrans. Nous attaquons notre deuxième épisode qui sera consacré aux séries suivantes. Reboot, saison 1 et 2, réalisé par David Mourier et écrit par Lewis Trondheim et David Mourier. En vie? Il est en vie! Nounou? Coucou. Coucou. Appelez-moi Michel. Mi-mixeur, mi-Michel. Coucou. La théorie des balls, réalisé par Slimane Baptiste-Beroun et écrit par Slimane Baptiste-Beroun et François Descraques. Pensez, ils sont juste rageux parce qu'ils savent très bien qu'un jour, c'est ma tête et mon nom qui aura sur ces bouquins. Putain, ce jour-là, je t'épouse. Allez. Et Le secret des balls, écrit et réalisé par Slimane Baptiste-Beroun. Tu l'as trouvé? Ouais. Non. Mais je pense qu'il est parti prendre l'air, histoire de pas avoir trop la tête dans le cul. Il va arriver. T'en es sûr? C'est le plus beau jour de sa vie, bien sûr qu'il va arriver. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, la théorie des balls n'est pas une production Studio 4. Mais vous devez savoir que le but de cette série, c'est de mettre en avant les changements de qualité, autant scénaristique et visuelle, que subissent les œuvres lorsque Studio 4 s'est chargé de la production. Donc, si on a un exemple concret d'une série qui s'est vue changer d'une production à une autre, on devrait trouver ça dans une certaine mesure d'autant plus probant. Enfin, il est bon de rappeler une chose, je ne suis en aucun cas en train d'accuser le studio de production Studio 4, France TV Slash. Je ne suis pas en train de faire de la diffamation. Tout ceci n'est que supposition, tout ceci n'est que réflexion. Je tiens à préciser, avant que nous débutions, que je sais pertinemment que compte tenu le sujet dont on va parler aujourd'hui, on va me porter des propos et des états d'esprit que je n'ai pas et que je ne porte pas. Donc, je tiens véritablement à le préciser avec le plus de sincérité possible, je ne porte aucun propos intolérant. Nous sommes ici pour faire un travail d'analyse. Démarrons tout de suite avec la série Reboot. Mais d'abord et avant tout, à votre santé. Non, c'est de l'eau, hein, c'est de l'eau, hein. Bien sûr que c'est de l'eau. Ok. Reboot, série écrite par David Mourier en collaboration avec Lewis Trondheim et réalisée par David Mourier. D'abord et avant tout, intéressons-nous à la personne de David Mourier, créateur à l'origine de cette série. David Mourier est une personne qui est sur internet depuis longtemps. Bien avant YouTube et autres plateformes de vidéos, ce dernier faisait déjà des vidéos à caractère humoristique. David Mourier est un véritable loup de mer des internets, tour à tour réalisateur, puis animateur, puis scénariste et acteur, puis dessinateur. Il est une personne qui semble ne jamais pouvoir se lasser de travailler sur ses créations. Parmi les plus notables, on peut citer la web-série Nerds, l'émission J'irai loler sur vos tombes, l'émission à sketch Le Golden Show, ou bien encore plus récemment, les bandes dessinées La Petite Mort, adaptées par la suite en série animée. David Mourier a de cela de particulier que son œuvre s'oriente énormément vers la culture pop américaine et nippone des années 80-90. Comics, films de science-fiction, animation japonaise, toutes les choses dont sont fans les personnes qu'on appelait à l'époque des geeks. Que je vous rassure, je ne suis pas du tout en train de dénigrer cette culture. J'ai cette culture moi-même et c'est une culture à laquelle je m'identifie assez facilement, bien que n'ayant pas du tout le même âge que Monsieur Mourier.
Non seulement la pop culture, mais aussi une tendance à l'humour scatologique. Pipi, caca, sperme, faire manger un gâteau d'anniversaire sur son pénis à son meilleur ami. Voilà. Joyeux anniversaire, No Life. N'allez pas croire que je suis en train de vous dépeindre volontairement un portrait scabreux de la personne pour par la suite utiliser ce puits empoisonné. Davy Mourier lui-même se revendique de cet humour pipi-caca et de cette culture d'adolescent, néologisme venant des mots adolescent et adulte. Davy Mourier, après moultes expériences, se lance dans le tournage de sa série Reboot en 2015 suite à une proposition du programme de France 4 France TV Nouvelles Écritures. Reboot, de quoi ça s'agit ? Dans un futur pas si lointain, en France, des robots créés dans le but de faciliter la vie des humains tournent en boucle depuis plus de 20 ans maintenant. En effet, chacun d'eux sont créés dans le but de faire une routine particulière chaque jour et sont rebootés, redémarrés donc, en fin de journée afin d'oublier leurs souvenirs et de refaire inlassablement ce qu'ils ont fait la veille. Par chance pour le scénario, certains de ces robots s'éveillent, dans le sens où ils prennent conscience d'être des robots. Nous allons donc suivre l'évolution d'Oscar, robot éveillé par l'aide du personnage qu'incarne Davy Mourier. Oscar va donc entreprendre de comprendre ce que ça fait que d'être un robot qui sait qu'il est vivant. Cerise sur le gâteau, il semblerait qu'Oscar soit doté d'un bug qui le fasse réussir à rire et à pleurer, des émotions qualifiées, selon les protagonistes de la série, comme purement humaines. Cette première saison, non content d'être relativement bien réalisée, a le mérite d'être suffisamment bien dosée en termes de rythme et divulgation d'informations. On a l'impression d'avoir affaire à un univers cohérent et un tant soit peu réfléchi à la base. Et puis merde quoi, les visuels sont travaillés. Enfin, travaillés pas dans le sens où on a fait en sorte que les images racontent forcément quelque chose, mais la série n'est pas sans identité visuelle quoi. Mais putain, mais elle est où ma maison? Putain! Je m'appelle Herbert Georges, mais mes amis m'appellent AG. Enfin, si j'avais des amis, ils m'appelleraient AG. Une fois, on m'a appelé Trou de balle. Mais en général, les... Georges est pas avec vous? Il s'est encore fait tirer dessus. Immortel? Mallory? Mallory? C'est que le bug d'Oscar peut être transmis aux autres robots. Je vais pouvoir rire. En plus de ça, tous les sujets et toutes les thématiques chères au cœur de Davy Mourier sont trouvables dans cette série. Hasta la vista, baby. Juste, il faut jamais croiser les effluves. Quels effluves? Non, enfin, il n'y a pas vraiment d'effluves parce que c'est un appareil électrique, mais c'est pour faire comme dans Ghostbusters, le film. Mais si, Ghostbusters. Je te présente la majordomobile. La majordomobile. Attention, accroche-toi. Vers l'infini et au-delà. Ok, tu es humain. Ouais. Donc c'est quand la dernière fois où t'as fait caca? Hein? T'es humain, donc tu fais caca. Ah oui. Donc c'est quand la dernière fois où t'as fait caca? Ou alors, tous les humains ont disparu. Non, c'est pas possible. Ils sont des millions, des milliards. C'est vrai qu'en plus d'inventer, les humains peuvent se reproduire avec des rapports sexuels. Oh, ça a l'air tellement cool. Alors venez par ici. Alors bien sûr ma petite chérie, le succès de notre entreprise, c'est la fabrication et la commercialisation des RIP, robots d'intérêt public. Il vous plairait pas de robots d'intérêt public. Tout ceci dans cette première saison, bien que pas forcément génial, on a beaucoup plus de bon à en retirer que du mauvais.
Qu'est-ce qui m'a fait me dire donc que cette série a été touchée par le spectre de France Télévisions pour en faire une série au caractère bien plus engagé qu'une simple série de divertissement? Je m'appelle Yannick. Avant, j'étais un prof de sport et mon seul talent était de compter les abdos. Mais après mon éveil, j'ai rencontré un mixeur qui a changé ma vie. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Je suis bien content que t'aies un corps maintenant, même si te prendre dans mes bras me manque terriblement. Oh. Oui, Et oui, alors attention, je vous vois déjà venir avec vos homophobes et autres néologismes culpistes. La chose est telle que ce n'est pas la nature de la relation qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que dans un premier temps, cette relation est présente sans justification. Que dans un second temps, elle est présente mais ne prend jamais de poids réel dans l'univers. Et dans un troisième temps, elle est présente mais fait montre d'une hypocrisie sans nom. On va voir cela point par point. Tout d'abord, petit récapitulatif afin que vous compreniez d'où on vient et où on va. Nous avons donc le personnage de Yannick, robot ancien professeur de sport, et Mixchel, ancien robot mixeur s'étant éveillé et ayant parvenu grâce à l'aide de Yannick à obtenir le corps d'un robot en y installant sa conscience. Tiens d'ailleurs, ça c'est envoyé d'un revers de la main, ton cerveau a pas le temps de s'arrêter de tourner et de se poser ne serait-ce qu'une seule question. Excusez-moi, il est à vous ce robot nounou? Oui, c'était notre seule famille avant que le majordome le grille. j'ai pas fait exprès. Et je peux en utiliser la carcasse? Ah bah oui, allez-y, faites-vous plaisir, hein, c'est qu'un tas de ferraille, alors servez-vous. On se calme, Johanna, il y a 30 ans, elle n'existait même pas. D'accord? Donc elle a pas pu inventer les robots. Et c'est quand même les humains qui nous ont donné la vie. En vie? Il est en vie? Nounou? Coucou. C'est marrant parce que, pour la faire courte, on a le personnage d'Oscar, qui a en lui un bug qui lui permet de rire et de pleurer. Et les robots qui accompagnent Oscar aimeraient se transmettre ce bug afin d'eux aussi pouvoir rire et pleurer. Mais visiblement, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît parce que les robots ne tolèrent pas le bug. Alors, transférer un bug informatique, c'est compliqué, mais transférer la conscience d'un robot mixeur, un robot qui n'avait pas du tout forme humaine, hein, un robot qui, à la base, n'avait pas pour vocation à ce qu'on lui applique des compétences humaines. Transférer la conscience d'un robot mixeur sur le cadavre d'un robot dont les circuits viennent de griller, c'est simple comme claquer des doigts. Alors que pourtant, on a établi qu'un robot dont les circuits avaient grillé était foutu, et ce dès la saison 1. L'électrocution a dû endommager sa batterie, elle est foutue. Oui, bon, il dit que ce sont les batteries qui ont grillé. Mais jusqu'à preuve du contraire, qu'est-ce qui est le plus important? Le circuit informatique qui transmet les informations à la manière du système nerveux chez l'homme? Ou bien les batteries qui alimentent en énergie? Jusqu'à preuve du contraire, ta télécommande, une fois que les piles sont mortes, il suffit d'en changer. Par contre, un faux contact à l'intérieur, et c'est complètement foutu. Soit faut réparer, soit c'est mort. Pendant la saison 1, Mixchel était donc un robot mixeur qui se faisait trimballer un peu partout par Yannick. Et pendant cette saison, aucun signe de proximité qu'on pourrait apparenter à du flirt n'est visible. Et d'ailleurs, ça peut vous paraître bizarre, mais oui, les robots peuvent aimer. On a effectivement fait en sorte que les robots puissent aimer. Alors, je sais pas pour vous, mais personnellement, j'arrive aisément à expliquer lorsqu'une chose est drôle ou lorsqu'une chose est triste. Mais de là à expliquer l'amour, c'est déjà un petit peu plus coton. Alors réussir à implémenter l'amour dans les circuits informatiques d'un robot pour que celui-ci puisse tomber amoureux, là... Nous avons donc Mixchel qui, dans la saison 2, bénéficie d'un corps. Lui et Yannick auront, à plusieurs reprises, l'occasion de se complimenter ou de se réconforter l'un l'autre. Et je m'arrête là parce que ça n'a aucun sens. Les humains n'ont pas été capables d'intégrer le rire ou la tristesse dans des robots humanoïdes, mais en attendant, ils se sont fait chier à intégrer tous les systèmes de perception amoureuse afin que ceux-ci aient toutes les identités de genre et types de genre et d'attirance sexuelle possibles. Non mais c'est vrai que c'est bien utile parce que imaginez le scénario, vous êtes un vendeur gay dans un supermarché.
on installe de plus en plus de robots afin que ceux-ci facilitent la vie des humains. Donc en tant que humain, vous allez voir le robot et essayer de communiquer via le rire ou l'émotion, hein, en vous disant « ouais, on va essayer de trouver des points communs, etc. » Ou est-ce que votre première réaction, ça va être de se dire « oh waouh, j'ai hâte qu'on baise ensemble !» Après, c'est ma faute. J'avais oublié que quand tu écris une série, il faut avoir un taux de cohérence variable. Je m'appelle Michel. Pendant toute ma vie, je n'ai été qu'un mixeur. Mais bon, un mixeur cool quand même, parce que je pouvais penser, parler, rire avec mes amis. Attends. Michel, c'est ça, oui, voilà. Tu peux nous la refaire celle-là, s'il te plaît? Je pouvais penser, parler, rire avec mes amis, rire avec mes amis, rire avec mes amis, rire avec mes amis. Voilà, c'est ça que t'as fait. Un jour, je t'ai vu au supermarché et t'as fait ça, tu as ri. Alors que les robots, ils peuvent pas rire et pas pleurer. Refais le son là. Mais quel son? Ah, Alors dis un truc drôle. bah je peux pas, je suis un robot, c'est les humains qui inventent des trucs drôles. Rire avec mes amis. Ouais, ça rigole, ouais. C'est super humiliant et je tombe sur le seul robot qui peut rire. Rire avec mes amis. Pourquoi vous nous suivez? À cause de lui, là. Il a ri et il a pleuré. Hein? Ris encore. Je peux pas, ça me prend comme ça de temps en temps. Rire avec mes amis. Pour essayer de nous révolter. C'est pourquoi j'ai créé les antiquaires. Ouah, t'as vraiment un bug qui te permet de rire ou pleurer. Rire avec mes amis. La présence de cette relation en tant que telle ne prend pas de sens, parce qu'elle n'est justifiée que par des compliments, chose que n'importe qui peut faire n'importe quand, et la nature même de la relation ne prend pas de sens parce qu'elle soulève des interrogations auxquelles on ne répond jamais. Car oui, non seulement on n'y répond pas par la suite, mais en plus, elles n'ont aucun poids réel dans la suite des aventures. Dans la fin de la saison 2, Yannick, le désormais petit copain de Michel, depuis environ 5 minutes maintenant, meurt tué par le méchant de l'histoire. Alors oui, Michel s'énerve, et encore pour quelques secondes seulement, et après, on n'en entend plus parler. Non seulement parce que le jeu d'acteur chez Yacine Bellous, l'acteur de Michel, change du tout au tout à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, changement qui n'est absolument pas aidé par les musiques extra-diégétiques, mais en plus parce que tous les robots à la fin de cette saison meurent. J'ai des bras et des mains, et je vais m'en servir. Bâtard! Vous êtes qui? On protège les humains, on est les antiquaires. Antiquaire? Vous avez pas des looks d'antiquaire, vous chinez dans les vides-greniers? Ça doit pas être facile depuis la fin de l'humanité, non? Et toi, en réponse à la violence, tout ce que tu trouves à faire, c'est détruire toute l'humanité? Mais t'es taré. Et fais gaffe, parce que je tiens au joue ta contrôleuse là. Oscar est buggé. Mais même buggé, il vaut 1000 fois plus que toi et ton cerveau pourri. T'es taré en fait. T'es un bûcheron de fer blanc. Mais t'as un cœur. Étant donné qu'il n'y aura certainement pas de suite à cette série, toute cette relation amoureuse, elle a eu autant de poids qu'une particule de poussière qui vient de s'envoler au vent. Tout ceci dénote d'une énorme hypocrisie, hypocrisie mise en avant par quelques autres détails. Premier détail anodin, cette réplique de Yannick. Je vais voir. Je passe par derrière. Alors je sais, ça paraît de rien dit comme ça, puisque les personnages sont dans une situation où ils doivent tendre une embuscade à leur ennemi. Mais un personnage comme celui de Yannick, qui vient de découvrir son homosexualité, qui te sort un « je passe par derrière », on en conviendra qu'il y a un discours sous-jacent, pas forcément évident, mais du moins de l'ordre du supposé. Deuxième réplique, anodine celle-ci. Ok, d'accord, on y est déjà. Je me fous la honte à chaque fois. Ouais, c'est sûr, faudrait remédier à ça. Alors peut-être qu'en connectant un autre robot en passant par le port externe... Port externe, tout ça, hein. Ensuite, on a cette scène. Dis donc, c'est pas très gentil ça. Ah non? Tiens, regarde. Alors? Il est nul, mon robot? Le personnage, nouvellement gay, donc, à genoux devant un autre homme, une substance blanche au bord des lèvres, alors qu'il meurt, tombe et sa tête atterrit sur l'entrejambe
de l'homme en face de lui. Tout ça devant les yeux de son amoureux. C'est parlant comme visuel. Je comprends la manœuvre, puisque par la suite le méchant pousse Yannick pour le faire tomber par terre, pour bien montrer qu'il est méchant. Sauf que c'est totalement inutile, on le sait que ton méchant il est méchant, t'as pas besoin de rajouter des couches de méchanceté comme ça. C'est bon, on a compris, il a enfermé des gens dans une chambre et il les a gazés. Si je crois qu'on voit pas la référence, mais c'est vraiment nous prendre pour des débiles. Je t'ai pas menti. Ça, c'est un autre projet. Quel projet? Celui de tuer l'humanité? Oh, il a compris super vite, plus vite que moi. Mais pourquoi? Les humains nous fabriquent, et ensuite ils nous détruisent, parce qu'on n'est pas comme ils le veulent. Ils fabriquent des générations d'eux qui sont pires que des esclaves. L'ère des humains est bientôt terminée. Une fois que le virus sera lâché dans l'air, le futur de la planète appartiendra aux générations 3. Et d'ailleurs, conseil d'amis, répéter une information ne la rend pas plus logique ni même croyable. Au contraire, ça affaiblit son sens. Donc, quand t'as les personnages qui répètent, mais à de multiples reprises, que le méchant est fou, y compris le méchant lui-même, ça ne le rend pas fou. Ça rend juste ton écriture de personnage et ta narration très pauvre. T'es pas dangereux en fait, toi t'es taré. C'est ça ton problème, toi t'es fou. Mais t'es taré. Mais vous êtes complètement taré. Alors, oui, je suis fou, merci pour l'info. Mais t'es taré en fait. T'es complètement taré. Il y a une certaine forme d'hypocrisie donc, parce que la relation dont on a parlé n'est pas sincère. Elle n'est pas sincèrement écrite. Elle n'est pas là pour noter de l'amour de deux personnages, elle est là pour noter de l'amour de deux personnes, deux genres masculins dans une web-série. C'est hypocrite parce que bon, si on devait attendre de David Mourier qu'il soit un porte-étendard de la cause LGBT, on a tôt fait de rire. Dark, tu me donnes un béchoco? Moi j'y arrive pas à aller trop loin. Oh papa. Le PD, le PD. Et il nous manquait des gens et on était dans les locaux, en fait on tourne dans la cave qui est à côté de No Life, dans les locaux d'Ankama à Paris. Et là on s'est dit merde, il nous manque des gens. Et j'ai entendu que des gens faisaient une réunion, ceux qui font truc cosplay sur l'émission de cosplay sur No Life. Ils étaient en train de faire une réunion, je suis monté et j'aurais fait hey, ça vous dirait pas de jouer des gays? Vous faites partie du Fight Club? Ah non, nous c'est le Cigare à Moustache Club. Allez, musique les filles. Wouh! Mais papa, pourquoi t'as donné mon... Ferme ta gueule! Je t'avais prévenu. Petite fiotte. As-tu quelque chose à dire, tapette? En somme, c'est comme nous, un coup de foudre. Oui, c'est ça, un goût de foutre. C'est le fun. Dark, tu me passes le beurre? Non, oui. Enfin, c'est pas comme tu crois. En fait, j'ai été dérangé, j'ai pas eu le temps de t'expliquer, mais crois-moi, non, crois-moi, on est des robots. Reste avec moi. Je suis pas un robot et je suis pas pédé. Et surtout, je suis pas robot pédé. Pourquoi tu m'as éveillé, moi? Et plusieurs fois en plus. Je sais pas. Je me sens attiré par toi. Comme une sorte de résonance ou de vibration. Un truc pas normal. Attention, rien de PD ou de robot PD ou de touche zizi ou de soupace boule là-dedans. Allez, venez, on va aller voir l'ordinateur central. C'est là où les robots sont tous pilotés. C'est votre trou le fondement, ça. Alors, attention, je vais garder le meilleur pour la fin. Hein. Allez, mettez-vous en queue. L'intégration de cette romance n'a donc aucun lieu d'être présente. Mais rassurez-vous, Reboot n'est pas la seule série qui hérite de cet art-là. Le Secret des Balls est une web-série créée, écrite et réalisée par Slimane Baptiste-Berhoun. Je pourrais immédiatement vous faire la description de cette série, mais il me faut d'abord passer par la création de cette série et quelle en est sa genèse. Car avant d'avoir créé Le Secret des Balls, Slimane Baptiste-Berhoun a créé deux autres séries qui font office de prédécesseurs, à savoir la série J'ai jamais su dire non et La Théorie des Balls. Je dis qu'ils font office de prédécesseurs parce que visiblement, même pour Wikipédia, c'est pas clair. On ne sait pas. C'est les mêmes personnages, c'est le même univers,
Les trames scénaristiques se suivent les unes après les autres, mais autant la théorie des Balls et autant le secret des Balls ne sont considérés que comme des spin-offs. Parce que c'est trop dur de dire série dérivée. Alors visiblement ça devrait prendre sens parce que les séries dérivées, toujours selon internet, c'est un genre de production qui se caractérise par le fait de développer sa trame scénaristique par rapport à un univers mais en se focalisant sur d'autres personnages. Donc ça prend sens pour la théorie des Balls et le secret des Balls certes, mais les trames scénaristiques de chaque série se suivent. Chronologiquement, elles se suivent. On fait même référence aux anciennes séries dans les séries elles-mêmes. En termes de personnages, ce sont exactement les mêmes du début jusqu'à la fin. Allez, moment complotiste. J'admets tout à fait que ce que je suis en train de dire ne prend pas lieu d'être vrai, hein, attention. C'est juste un raisonnement logique. Imaginons que vous soyez un créateur qui a fait une saison 1 d'une série. Vous avez envie d'en faire la suite. La production vous dit « Ok, saison 2, pourquoi pas, mais attention, pas plus d'argent, on n'est pas des cons ». Donc, plutôt que d'officialiser la chose et d'avoir une série qui porte exactement le même nom dans la saison 2, vous faites une série spin-off et vous bénéficiez de plus ou d'autant d'argent que si vous créiez un nouveau concept. Du coup, la production peut se vanter d'avoir de nouvelles créations et justifie ses dépenses. C'est complotiste. Ça ne prend pas lieu d'être vrai, même moi j'y crois que moyennement, donc voilà, vous en faites ce que vous en voulez. J'ai jamais su dire non, et donc une web-série humoristique créée, écrite et réalisée par Slimane Baptiste Beroun. Tom est un jeune homme qui ne sait pas dire non. À cause de cela, il finit par coucher avec sa patronne Roxane et décide par culpabilité d'avouer son acte à sa copine Emma. Sa copine le laissera tomber et c'est à ce moment que Mitch, un ami de Tom, emménagera avec ce dernier et l'aidera à reprendre le contrôle de sa vie. Le but de Tom est donc clair, il veut reconquérir Emma et il le fera grâce au conseil de Mitch. La première saison, parce que appelons-la saison, au bout d'un moment nous ne sommes pas idiots, la première saison nous raconte comment sur 14 épisodes, Tom se démène véritablement pour reconquérir la femme qu'il aime. La série en elle-même ne brille pas par aucun aspect sauf sur celui d'être marrante. De temps en temps. Parfois. Enfin, ça arrive quoi. Non, parce que bon, peut-on vraiment se permettre de juger des capacités audiovisuelles d'un groupe de personnes qui démarrent? Oui, quand ces derniers disposent d'un BTS audiovisuel et qu'ils se targuent par la suite de faire des tutos sur comment créer une bonne série, oui, on peut complètement se permettre de juger. Donc ça... Tu sais, j'apprécie vraiment que tu sois venu après le départ d'Emma. C'était sympa de passer. T'inquiète, pas de soucis, hein. De toute façon, je cherchais un appart. Une sincérité qui force le respect. Faudrait que je m'en inspire à l'occasion. Je croyais que tu t'étais inquiété pour moi après le départ d'Emma. Ouais, aussi, ouais. Bon bah t'as vu, ça va. T'es pas obligé de rester. Tu sais... Eugène? Ouais, je vois bien. Chips. Moi, je veux qu'on lui pète sa gueule. Ben oui, mais voilà, mais c'est quoi faire, on va lui casser la gueule à celui-là. Parce que des petits arrivistes, ça suffit. Et puis je vais te dire, il a bien dû te cracher sur la gueule, le salaud. Ah, salaud. Si les hommes sont tous les mêmes, de toute façon. Des fois, j'ai honte. Être un homme, Tom. Bah c'est dégueulasse. Niveau adresse, niveau jeu d'acteur, niveau cadrage, niveau lumière, niveau son, c'est dégueulasse. Voilà, poursuivons. Il en reste que cette série ne raconte absolument rien. Pour vous faire exactement comprendre à quoi me fait penser cette série, je vais vous raconter un peu l'histoire du cinéma. Je suis quasi sûr que vous connaissez la chaîne Nickelodeon, mais connaissez-vous la provenance de l'appellation Nickelodeon ? Dans les débuts du cinéma, certains exploitants avaient décidé d'installer des petites salles de cinéma de fortune où l'on pouvait assister pendant une courte période de temps à une séance de cinéma pour la modique somme de 5 cents, ou un nickel. Odéon signifiant un endroit où l'on peut écouter de la musique. On pourrait se dire que pour 5 centimes la place de cinéma, c'est l'affaire du siècle. Il n'en est rien. À l'époque, nous n'en étions qu'au balbutiement du cinéma. Les œuvres diffusées dans ces salles de cinéma sauvage n'étaient rien d'autre que des petits sketchs ou des petites scènes où l'on pouvait voir des gens vaquer à des occupations mondaines.
L'intérêt de la chose était donc purement spectaculaire. J'ai jamais su dire non et toutes les autres séries que l'on va pouvoir voir pendant cette série de vidéos ne sont à mes yeux que des Nickelodeon. Des petits spectacles bruyants sans intérêt culturel certain. Sauf que ceux-ci ne coûtent pas 5 centimes. Ces œuvres, dans leur production, ont coûté bien plus cher que 5 centimes et vous payez, même si vous ne les regardez pas. Parce que oui, comme on l'a mentionné dans l'épisode 1, Studio 4, avant qu'il ne soit changé en France TV Slash, c'était 4 millions d'euros par an. Vous vous doutez bien que cet argent, ce n'est pas de l'argent magique, hein? Il n'y a pas d'argent magique. Puisque Studio 4, France TV Slash, est une sous-branche de France 4, c'est l'argent de France 4, et l'argent de France 4, c'est la redevance audiovisuelle. Oui, la taxe que vous payez, même si vous n'avez pas de télévision chez vous. J'ai toujours trouvé ma chatte plutôt moche. Quand j'étais petite, je regardais tout le temps la chatte des autres petites filles. Pourquoi je la trouve moche? Je voulais savoir si j'étais normale. Mais en vrai, c'est censé ressembler à quoi, une chatte parfaite? Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. La théorie des balls, encore et toujours une web-série humoristique créée, écrite et réalisée par Slimane Baptiste Beroun. On reprend les mêmes, sauf que c'est pas vraiment la suite, hein, c'est pas la suite. Mitch, qui travaille désormais dans l'entreprise de Tom, veut prouver à Héloïse, son amour de jeunesse, qu'il a réussi dans la vie. En effet, lorsqu'ils étaient plus jeunes, Héloïse avait parié avec Mitch que si celui-ci réussissait à avoir son visage en couverture d'un livre scientifique, elle l'épouserait. La série consistera à mettre en avant les problèmes de couple de Tom et Emma et comment Mitch réussit à séduire Héloïse. Bon, et puis, plutôt que de partir directement dans tous les problèmes que cette série a, on va pointer du doigt un problème plus qu'évident, puisqu'on fait un flashback de l'année 2003 lorsque Mitch, Tom et Héloïse étaient au lycée, on voit ces derniers grimés en lycéens. Oh là là, tape-toi, Michel! Tu révises pas? T'as tout dans la tête ou tu m'imagines à poil? Ouais. Non mais laisse tomber Mitch, tu sais bien qu'Hello elle sort qu'avec des... Bah ça marche pas, hein. Ça marche pas du tout. Parce que bon, le gonze Mathieu Poggi qui joue Mitch en 2015, lors de la première diffusion de la théorie des balls, il avait 30 ans. On peut assumer que le tournage a eu lieu avant la diffusion, donc même si les images datent de 2014, Mathieu Poggi avait 29 ans. 29 ans pour jouer grand maximum 18 pour un lycéen en dernière année de lycée, bah non, ça marche pas du tout. C'est pareil pour Sabine Perrault qui joue Héloïse, qui avait donc 32 ou 33 ans à l'époque. Ça se voit, hein, que vous faites pas jeune du tout. Ça se voit. C'est peut-être voulu, hein, mais c'est juste ridicule. Conseil, lorsqu'on est encadré par de telles entreprises qui vous lâchent des milliers d'euros pour réaliser vos conneries, la moindre des choses, c'est de créer un minimum de cohérence. Vous auriez pu engager des jeunes acteurs pour jouer les personnages en question, chacun d'eux s'appelant par leur nom pour bien spécifier qui ils sont, quitte à rallonger la pré-production de quelques semaines de casting. Et là, vous allez me sortir, comment tu sais qu'ils ont reçu des milliers d'euros ? Ils ont Frédéric Lopez en tant qu'acteur. C'est une des grandes figures de la télévision française. C'est pas le genre à juste aller sur une web-série pour le fun. Le cachet d'une personne comme ça, sur une production audiovisuelle, comme l'a dit un jour un grand homme, ça dépasse 5 chiffres. Bon, à part ce défaut des faux jeunes acteurs, retrouve-t-on toutes les tares de la saison 1? Eh bien non, parce que qui dit nouvelle boîte de production, ici en démol, dit aussi débauche de moyens. Et qui dit débauche de moyens, dit aussi, maintenant que vous avez du matos qui coûte un bras, vous avez intérêt à nous faire un rendu plus que correct, sinon on vous torpille la gueule. Et puis, au fait, attends. Puisqu'on en est à parler des problèmes de cette série, un sujet. La violence conjugale. Oula, attention, hein. Sujet glissant. Attendez. La violence conjugale, c'est marrant. Oulala, sujet encore plus glissant, hein. Mais attendez, hop, on sort du sujet glissant parce que selon cette série, la violence conjugale, c'est marrant si c'est une femme qui l'opère sur son homme. Qu'est-ce qu'on se marre de ces hommes qui se font frapper par leurs femmes? Des fois, il faut juste fermer sa gueule. Quoi? Et je t'aime, Tom. Et moi,
je le soupçonne de se faire taper dessus par sa meuf, mais ça, je peux pas le prouver. Prends des décisions, je lui dis. Mais tu penses, rien à foutre. Il m'énerve quand il m'écoute pas. Je pourrais le frapper. Mais t'es toujours braqué comme une merde. Je sais pas ce qui me retient de foutre un institut, la connard handicapé, tu m'énerves. Tu vois, t'aurais pas couché avec l'autre pute. Bah tout ça, ça serait jamais arrivé. Sans compter que t'as même pas les balls d'assumer le fait que t'es viré Chris. Je sais même pas ce qui me retient de pas te foutre ma main dans la gueule. Moi, c'est gentil, ça, chérie. Et puis ce soir, j'ai la flemme de faire la bouffe. Alors ce sera McDo. Et aussi, j'ai mal à la tête, alors ce sera béquille. Ça t'en fera une deuxième. Moi, je dis ça pour toi, mais tu ferais mieux de faire profil bas un petit peu là. C'est lui qui t'a dit ça? T'es en train de me dire qu'il a pas les balls de me le dire en face? Ah bah si, ah bah, là les balls, il y en a, je vais te dire, et puis un beau paquet, enfin tu sais, hein, le mot bar a été prononcé là. Bar. Bif, aller-retour. Ta. Putain. Voilà. Quoi? Ah bah voilà, ça c'est un mec qui a l'air d'avoir des balls ça. T'es content de toi, connard? Qu'est-ce que t'as été raconté? Aïe, 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 aïe. Oh, t'as encore mal? Eh oui. Je te promets, je te frapperai plus jamais. Sauf si tu le mérites. Quelle tranche de rigolade quand même. Et puis quelle fin. Quelle serait une série internet sans sa bonne grosse part de beaufitude? C'est parce que je suis pas très bien caché que vous m'avez cramé, c'est ça, hein. Sérieux? Vous êtes mes amis. Qu'est-ce que c'est là? Allez, venez là. Ah bah quand même. Allez. C'est un des plus beaux jours de... Oh, qu'est-ce que c'est? Right, no, I just need to take a rest in my room for a few hours. Yeah. What the fuck, man? I appreciate that! Oh, il le fait bien! On finit en partouze. Voilà. On fait en sorte que la plupart des personnages partouze ensemble. On s'en fout qu'il y ait une continuité parce que de toute façon, pour la suite, ce sera pas une vraie suite, ce sera un spin-off. Et puis, c'est rigolo, le cul. Mais quelque part, ça se comprend. Quand t'as 30 ans passés, tu n'as toujours pas d'emploi stable. Si tu as l'opportunité de faire des produits culturels pour les ados de 15 à 20 ans, tout ça en faisant appel à leurs plus bas instincts, à savoir le sexe et la violence, pourquoi se priver? Oui, le visionnage de vos séries a autant d'intérêt qu'une séance de GTA. Encore que dans GTA, tu as des références cinématographiques et culturelles, ainsi que des dénonciations sociales, donc... Pour en revenir à la série en elle-même, cette saison est à l'image de la saison 1, à savoir que ça ne raconte rien. Enfin, si, ça vulgarise un peu la science parce qu'on a y pensé, qui, comme on sait, est une personne tout à fait sympathique, on a y pensé donc qui a fait une série pour expliquer quels sont les termes scientifiques utilisés dans la série. À part ça, bah, c'est nul quoi. Ça ne raconte absolument rien, les blagues tournent autour de la violence et du cul, les références aux autres séries créées par le collectif French Nerd sont inutiles. Bref, on ne retient que de cette série que dans la saison 1, Tom s'est démené pour reconquérir la femme qu'il aime, et que dans la saison 2, Mitch s'est démené pour séduire la femme qu'il aime. Ouais, voilà. Bon bah, passons à la suite. Le secret des Balls, enfin, dont on a déjà établi qui l'avait créé et réalisé. Mitch est devenu un auteur connu et va bientôt sortir un nouveau livre nommé Le secret des Balls. Avant cela, une fête est faite en son honneur ainsi qu'à ses fiançailles avec Héloïse. Cependant, Mitch disparaît la veille du mariage, laissant Héloïse seule devant l'hôtel. Enfin, l'hôtel de la mairie. Quelque part ça joue, hein, on comprendra pourquoi plus tard. Héloïse donc, seule personne ayant la présence d'esprit de se dire qu'une personne, normalement, ça ne disparaît pas comme ça, se chargera de le retrouver. On en apprend plus sur Héloïse, sur le fait qu'à la suite du décès de sa mère, elle a commencé à prendre des cachets et que son père a créé une secte. Alors, cette saison 3, est-ce qu'elle est bien? Bah écoutez, comme la saison 2, au bout d'un moment, plus t'as d'argent, plus t'as de technique, et quelque part, c'est pas dégueulasse à regarder. Mais bon, est-ce que cette technique sert à un quelconque propos? Absolument pas, faut pas déconner au bout d'un moment.
Alors, bien sûr, cette technique est utilisée pour faire en sorte qu'on ait un semblant d'ambiance qui en ressort. Les visuels mettent l'emphase sur l'enquête et poussent la narration à aller vers le genre du thriller, du film à suspense. Mais bon, on ne se refait pas. Du coup, dictature de l'humour sur internet oblige, les effets où on essaie de nous foutre les foies ou d'instaurer un climat de tension sont à chaque fois désamorcés par des blagues. Des blagues de cul et de caca. Voilà. Et ça coûte des milliers, hein. Attention, j'espère que vous êtes contents. C'est qui lui? C'est l'agent du gouvernement. Tu sais comment il s'appelle? Gros Stub. Salut mon Chris. Salut gros Stub. Ah mais non. C'était pas papa. T'appelles ton père Gros Stub. J'aurais dû me méfier un petit peu. Tu m'as raconté ces histoires d'aliens et d'Éloirs là. Y'a que les raologues qui parlent des Éloirs. Hello, hello. Papa. Ton père, c'est Gros Stub. En rentrant, j'ai croisé votre amie Roxane, qui était bouleversée. Je travaille pour une ambassade. Alors je lui ai expliqué. L'arrivée des extraterrestres, les émotions sont un test des Éloirs. Pardon, hein, mais cette histoire d'alien, je trouve ça dur à avaler, Gros Stub. T'étais sorti regarder les étoiles au moment où Mitch est allé chercher du champagne dans la grange. Est-ce que t'as été témoin de quelque chose? Qu'est-ce que t'as vu? Allez-y, je fais pas partie du gouvernement. Roxane. Ils étaient deux. Je les ai vus, ils l'ont attrapé dans la grange. C'était des aliens. Ils l'ont emmené sur Proxima du Centaure. C'est foutu. Vous vous demandez sûrement comment je suis arrivé là. Franchement, non. Tant mieux, ça m'évite un monologue. Puis ce grand trou noir, ou devrais-je dire plutôt grosse tub, a échoué, il est évident que je suis l'héritier des Éloirs. Donc maintenant, vous nous libérez. Tout de suite. Moins fort, grosse tub. Les Éloirs aussi, c'est une putain de métaphore, putain. Arrêtez de tout prendre au pied de la lettre. Ça vous dit quelque chose, le sous-texte? Les Éloirs, une métaphore, vous êtes gonflés. Carrément gonflé, gros Stub. Que tout le monde soit là? Bah oui. Ça va jamais rentrer, gros Stub. Bah non. On remarque que c'est peut-être plus facile d'oublier ses rêves plutôt que de se battre pour eux. Quand même, c'est votre gamine, vous êtes un peu dur, gros Stub, un peu de compréhension. D'ailleurs, les incohérences sont nombreuses dans cette série, mais il y en a une qui me fait tiquer beaucoup plus que les autres. 2 semaines de disparition, et t'as personne qui a pensé à appeler la police? Le personnage le plus important de cette série, parce que tous les autres personnages doivent soit leur poste ou leur relation à Mitch, personne ne pense à appeler la police? Après 2 semaines de disparition? Ok. Un autre défaut de cette saison, c'est également sa propension à finir chacun des épisodes sur un cliffhanger, une fin à suspense haletant si vous préférez. Chaque fin d'épisode se termine sur une pseudo-révélation afin de nous pousser à regarder le prochain épisode. Alors, quand c'est bien fait, ça passe, mais là, c'est trop. C'est à la limite du pathétique. Non, c'est beaucoup plus simple que ça, il s'est fait assassiner. Moi qui Par la mariée sans culotte. Tu parles de l'homme qui a sonné à la porte? C'était qui? Bah l'agent secret du gouvernement. Y'a que les raologues qui parlent des Éloirs. C'est grave. C'est une secte. Si c'est bien eux, ça veut dire que ce type, c'est... Hello, hello. Papa. On va aller chercher Mitch. Maintenant. Là, franchement, je... Bon, d'accord. J'espère pour toi qu'il va bien.
Je comprends cette démarche parce qu'on est dans une dynamique de narration à suspense. Mais en user jusqu'à en abuser, ça démontre ostensiblement qu'on n'est pas là pour faire de l'art, on est là pour faire du spectacle. Autre problème flagrant dans cette série, tout du moins depuis la saison 2, on a le personnage de Dick. Bon, donc Dick pour les anglophones ou pour les personnes qui vont sur des sites où il faut spécifier qu'on a plus de 18 ans, Dick, ça doit vous parler. Bon, hein, on est toujours au-dessus, hein, c'est le niveau au-dessus, des milliers d'euros. Hein. On a Dick, donc, qui parle en anglais. Don't judge him, just smile and tell him, you know what, dude, if you cannot appreciate something, at least you can appreciate the fact that you're not appreciated. Tu es arrivé un moment dans la soirée et tu as dit... I need a drink now. Ça va, mec? This is fucking big, but you have to keep it secret, all right? We're all in danger. The government knows. I saw them. I was outside, appreciating the sound of my piece, you know? Alors, vous me direz, c'est marrant, parce que Dick s'appelle en réalité Pascal. Donc voilà, c'est un Français qui fait semblant d'être américain, il parle en anglais, et voilà, c'est rigolo. Donc bon bref, mais quand Dick parle, il n'y a pas de sous-titres. Donc pour les anglophones, vous voyez, voilà, il n'y a pas de souci outre mesure. Mais pour les autres, les personnes qui parlent français, hein, bah démerdez-vous. Quoi ? On est dans une série à suspense où chaque témoignage pourrait être considéré comme un morceau du puzzle et devrait être clairement énoncé à chacun des spectateurs pour qu'ils puissent comprendre ce qu'il se passe. Mais arriéré que vous êtes. En plus, vous ne parlez même pas anglais. Pff, quelle honte! Des sous-titres en plus. Vous êtes fainéant en plus de ça. Au-delà de tout ça, la série atteint son pinacle à la fin de l'épisode 8 et de l'épisode 10. Mitch, il mérite pas ça. Mitch, il mérite quelqu'un qui l'aime vraiment. Qui voit ses faiblesses derrière sa grande gueule. Qui arrive à le comprendre. Quelqu'un qui réalise la chance qu'il a de passer. Quelqu'un comme toi. Mais arrête d'avoir peur! T'as pas envie de savoir! Ferme-la! Je t'aime. Ferme ta gueule! Des extraterrestres, des fantômes, des histoires d'enquête, une secte, des hallucinations, bref, des intrigues qui n'ont ni queue ni tête. Et tout ça pourquoi ? Pour intégrer une romance homosexuelle dans une web-série. Waouh! On a donc eu 2 saisons d'une série où 2 hommes font tout ce qu'ils peuvent pour avoir les femmes de leur vie, mais on fout tout en l'air dans la dernière pour 2 hommes qui s'embrassent dans la forêt. La saison Le Secret des Balls est un exemple flagrant de destruction de la cohérence et de la créativité pour le sacro-saint progressisme et l'inclusivité dans la culture. J'espère que vous êtes contents. Et puis bon, hein, vous me voyez venir, s'il fallait attendre de Slimane Baptiste Beroun qu'il soit également un porte-étendard de la cause LGBT, les connaisseurs auront tôt fait de comprendre que tout ceci n'est qu'une blague. C'est toi qui vois, hein. D'ailleurs, tu peux aussi très bien rester une grosse lopette toute ta vie, hein. Je prends le gage. T'es vraiment une grosse fiotte, hein. Grosse fiotte. Oh, mais bon, si t'es une fiotte aussi, moi je lâche l'affaire. Hein. Gros PD! Ça, tout va très bien. Au pays des grosses fiottes, y a pas de problème, hein. Tout à fait, hein. Tu vois bien comment tu le rabaisses, là, comment tu le traites de pédé, là, tout le temps, là. My ass is my property. No trespassing. All right, I'm not a fag. Nobody calls me a fag. I don't like men. I'm not sick. Ouais, bah allez mon grand, là, c'est pas le moment de faire le PD. Mais le pire dans cette histoire, c'est comment on justifie ça. Hop, j'habite. T'es con. Ça va, on est pas pédé. Ça, c'est pas mal. Hein, voilà, maintenant tu essaies de... Voilà, très bien. Tu vas tout dans le mouvement du poignet, et quand tu le sens bien... Ah oui. Premier coup. De quoi, ça va, hein, on n'est pas des pédés. Hein. Voilà, il joue à Chabit. Comme la majorité des adolescents dans la cour d'école, ou comme la majorité des lycéens qui est un petit peu alcoolisés. Voilà. Vous avez joué à Chabit ? Homo. Voilà. Ah bah, on n'y peut rien, c'est la série qui le dit. Et pareil pour le moment où Mitch montre à Tom comment faire quelque chose. Donc si dans la pratique sportive que vous avez pu avoir dans votre vie, vous avez un coach qui vous a touché, qui vous a montré comment se positionner ou quoi que ce soit,
homo. Voilà, c'est la série qui le dit, on peut pas faire autrement. Je ne suis pas contre à ce qu'il y ait plus d'inclusivité dans la culture française. Mais si c'est au péril de la narration et de la créativité, eh ben vous pouvez vous la foutre au cul, cette inclusivité. Sans mauvais jeu de mots. Cependant, vous me direz, dès l'épisode 1 du Secret des Balls, on essaie de rectifier le tir. Mais en fait, je suis comme tout le monde, je pense qu'il s'est barré comme un gros PD. C'est homophobe ce que tu dis, Chris. De quoi? Tu stigmatises l'homosexualité tout entière. Alors, déjà, toi, tu vas descendre d'un vocabulaire, ok? Et ensuite, j'ai jamais traité Mitch d'homosexuel, vu que j'ai dit qu'il s'était barré pour une autre nénette. Oui, mais tu as dit gros PD. Mais j'ai pas dit gros PD dans le sens homosexuel, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit gros PD comme j'aurais pu dire grosse fiotte. Et hop, d'un seul coup d'un seul, on efface des dizaines de blagues à tendance homophobe. Des génies. D'un seul coup d'un seul, on fait en sorte d'éviter qu'il y ait des gens comme moi qui viennent et qui disent « Non mais attendez, vous voulez nous parler d'homosexualité, mais vous avez fait plein de blagues homophobes, vous vous foutez de notre gueule !» Et attention, on parle ici bel et bien de blagues à tendance homophobe, pas juste quelque chose, pas juste une insulte qu'on aurait sorti comme ça. Non, il dit bien fiotte, parce que dans le cadre où Tom, dans la saison 1, fait preuve d'une certaine, comment dire, lâcheté, Mitch lui dit « tu es une fiotte » parce que selon la définition du mot sur internet et dans n'importe quel dictionnaire, le mot fiotte réfère à une personne efféminée qui manque de masculinité, qui a tendance à être homosexuelle. L'utilisation de ces mots et de ces insultes dans leur contexte font effectivement référence à des personnes qui pourraient être homosexuelles et qui du coup seraient efféminées ou lâches ou qui manqueraient de masculinité. Cela dit, en seulement une réplique, les créateurs de la série te sortent une carte Joker qui a autant d'impact que si un raciste venait te dire « Je suis pas raciste, j'ai un copain arabe ». Ah non, j'avais mal compris. Suis-je bête? C'est pas une question d'homophobie ambiante, pas du tout, c'est ma faute, je me suis trompé. C'est à cause des provinciaux. Tu te prends pour papa? Tu me connais pas, ok? Tu sais pourquoi? Parce que tu m'écoutes pas. Je te dis que je m'amuse, gros PD. Gros PD, toi plus déjà. Et ensuite, je suis ton grand frère, tu me dois le respect, d'accord? Vous stigmatisez beaucoup les homosexuels, vous les provinciaux. Ces les gens de campagne, ils sont arriérés, ils n'évoluent pas dans leur tête. Non, bon allez. C'est ma faute, c'est moi, je vois le mal partout. Ça n'est qu'une blague après tout. Ce n'est absolument pas répandu l'idée que les gens de métropole ont une aversion certaine pour les gens de province, bien entendu. Cela dit, je me suis peut-être trompé, parce que regardez cette fin, c'est digne des plus grands réalisateurs, cette fin. No more fear, it's burning in my ears. Let the feeling bloom. D'accord, papa. Mais cette fois-ci, c'est moi qui vais te libérer. C'est bien comme fin ça, non? La fin d'une série à suspense. Oh, que vous êtes médisant à dire que ça ressemble à un épisode de Magical Girl. Pour en revenir à cette histoire de mariage qui se fait dans une mairie, vous aurez bien compris pourquoi est-ce qu'on a fait ça. C'est pour insinuer de manière plus ou moins implicite qu'on peut marier deux hommes dans une mairie, mais pas dans une église. Et puis c'est bien pratique en termes de tournage. On a un lieu où on fait tout et après basta. Bah oui, bien sûr, c'est tellement plus resplendissant les intérieurs d'une mairie comparé à ces intérieurs tout à fait exécrables et cette architecture dégueulasse des églises et des cathédrales.
Parce que oui, quelque part, il y a un discours anti-religieux. Dans un premier temps, avec la secte, bien entendu, on fait comprendre que les croyants ne sont en fait que des fanatiques et que les récompenses qu'ils reçoivent ne sont en fait que des illusions qui arrivent à embrigader les gens. Et dans un deuxième temps, avec le maire. Nous sommes ici pour unir cet homme et cette femme. Pourquoi je prends cette voix de merde? Moi, je suis pas un putain de curé. Hein, je suis un putain de curé, moi. Hein? Pourquoi un putain de curé? Pourquoi putain? Il aurait tout simplement pu dire « je ne suis pas un curé », mais non, il a fallu qu'il dise « je ne suis pas un putain de curé ». Un sous-texte ouvertement anti-religieux donc. Pour quelle raison? De là à dire que tout ce sous-texte essaye de dénoncer l'homophobie des institutions religieuses, je n'invite que les plus braves d'entre vous à franchir ce pas. Mais l'homosexualité n'est pas le seul élément de progressisme qu'on essaye de nous transmettre. Ben voyons. Mais ben voyons. Ben voyons. Des personnages féminins forts, toujours! Des personnages féminins forts avec justification, jamais! Les séries que nous venons de voir ne sont en réalité pas plus créatives ni intéressantes que les fictions créées par des adolescents. Des adolescents en quête de grandeur. Pas de grandeur spirituelle, bien entendu. Ils sont en quête de notoriété. Ils ont eu l'occasion de servir la soupe d'un grand groupe pour s'assurer un futur dans le domaine de l'audiovisuel. Tout cela aux dépens de la créativité et du bon sens. Libre à eux de se complaire dans cette médiocrité. Libre à moi de vous montrer ce qu'on pense de la culture sur internet chez France Télévisions. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Je vous invite à faire part de toutes vos suggestions, de toutes vos remarques et de tous vos retours dans l'espace des commentaires. Je tiens à préciser, encore une fois, que je ne tiens pas de propos intolérants. Ce que je fais, c'est un travail d'analyse pour vous démontrer comment, dans le but d'un agenda politique ou par pur intérêt social et économique, certains créateurs sont prêts à faire preuve de malhonnêteté. J'en profite pour vous préciser que si vous voulez prendre connaissance des autres séries dont on va parler dans les prochains épisodes de cette série de vidéos d'analyse, vous pourrez trouver tous leurs noms dans la description juste en dessous. Je vous dis à la prochaine fois et surtout n'hésitez pas à vous reposer parce que là, même moi, ah ouais, là, je pense que oui. Ah ouais, 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 là, ouais, ça c'est mérité ça c'est mérité.